vingtaine de jeunes issus des quartiers de la politique de la ville du territoire Grand Orly-Seine-Bièvre dans le département de l'Essonne ont visité le musée Delta situé à Athis-Mons aux portes de l'aéroport de Paris-Orly. On peut notamment y découvrir deux avions mythiques, le Mirage et le Concorde. Ces jeunes ont ainsi pris conscience de l'existence d'un patrimoine aéronautique local et ont décidé d'approfondir leurs connaissances en partant à la recherche des sources de cette histoire. Première étape à Viry-Châtillon, où ils ont fait connaissance avec Port Aviation, le premier aérodrome du monde. Conçu davantage comme un lieu d'exhibition pour les meetings aériens que comme un aérodrome au sens moderne du terme, l'endroit a accueilli les pionniers de l'aviation. Pourquoi dit-on que Port Aviation était le premier aérodrome organisé au monde? Port Aviation est le premier aérodrome organisé au monde parce que les gens ont conçu le terrain exactement comme un port d'arrivée, port d'escale, port de départ, avec des infrastructures telles qu'un aéroport d'aujourd'hui. Donc les premiers fondateurs de cet aérodrome ont pensé exactement ce que devait devenir un port aérien d'aujourd'hui. Comment a commencé Port Aviation? Alors Port Aviation a commencé tout simplement parce que Issy-les-Moulineaux était un champ de manœuvre et en tant que champ de manœuvre, les cavaliers et les chevaux, ça n'allait pas très bien ensemble avec les moteurs d'avion. Ça faisait peur aux chevaux et donc à chaque fois les militaires rageaient contre les premiers pilotes. Donc ils ont demandé à trouver un autre endroit et la SEA a cherché un terrain à l'abri des vents. Quels étaient les premiers aviateurs et parlez-nous de leur record? On va parler de Louis Blériot qui est arrivé le 4 juillet à Port Aviation pour savoir s'il pouvait tenir plus de 30 minutes en vol. Tout ça en circuit fermé et en cercle. Il tournait autour du terrain en rond jusqu'à épuisement de son carburant. Par la suite, il téléphone au Daily Mail et au Daily Mail, il dit « Je peux tenter le record de traversée de la Manche ». Donc le 25 juillet, il traverse la Manche. Hubert Latham avait essayé avant, il était tombé dans l'eau, mais Louis Blériot réussit et traverse la Manche le 25 juillet. Donc on a un deuxième meilleur pilote, ou en tous les cas celui qui a fait parler de Port Aviation, c'est le comte de Lambert. Le 18 octobre, il part de Port Aviation sans rien dire à personne. Il s'en va en direction de la Tour Eiffel et revient sur Port Aviation. Visiblement, ça a été quelque chose qui a été énorme et monumental à l'époque, un peu comme le premier pas d'Armstrong sur la Lune. Entre 200 et 300 000 personnes sont venues à Port Aviation le lendemain. Ça a été vraiment une première parce que c'est la première navigation au monde. Donc, Louis Blériot disait « Moi, je n'ai fait qu'une ligne droite », mais lui, il a fait un aller et retour. Et donc, il a été jusqu'aux grandes citernes de Choisy-le-Roi. Et quand il a vu les grandes citernes, il a vu la Seine et il a continué la Seine jusqu'à Juvisy et il s'est reposé sur le terrain. Voilà. Comment étaient les avions à cette époque? Les avions de cette époque étaient en bois et en toile, avec des petits moteurs de 25 chevaux, à peu près 225-230 kilos. Donc c'était des avions qui volaient entre 50 et 100 mètres au-dessus de terre. Grâce à Port Aviation, ils étaient à l'abri des vents, ce qui leur permettait de pouvoir voler sans trop de difficultés. Mais dès que le vent se levait, c'était plus difficile. Par contre, les moteurs de 25 chevaux avec 230 kg, il ne faut pas s'attendre à des super vitesses. 70, 80, c'était le bout du monde. À la fin de la Première Guerre, les avions arrivaient à 100 km/h. Et à partir de la guerre, une évolution s'est faite. De 14 à 1918, on est passé de 100 km à l'heure à 400 km/h. Et là, les avions n'étaient plus du tout les mêmes. Voilà. Parlez-nous des activités à cette époque sur l'aérodrome. Le 23 mai, 5 pilotes étaient prêts à voler à Port Aviation, dont le meilleur, c'est Léon Delagrange. Pratiquement tous les dimanches, on avait une organisation faite le dimanche en compétition. Donc toujours 2 ou 3 pilotes qui essayaient de voler ou de faire des compétitions. Tout au long des années, pour faire vivre le terrain, il fallait faire des rencontres, faire des meetings. Et donc,
on a eu la possibilité d'organiser tout un tas de gens, de compétitions, de courses, et par exemple les courses au pylône avec notre ami Garros et Audemars. Voilà. Les premiers retournements avec Adolphe Beigou qui a le premier fait du vol sur le dos. Qu'est devenu Port Aviation pendant la guerre de 14-18? C'est devenu d'abord une école de formation pour apprendre aux pilotes à piloter des avions de guerre. La première école était l'école française qui s'est installée le 15 octobre 1915 et à partir de là, pendant 2 ans, il y a eu plus de 690 pilotes formés. Et ce qui est assez surprenant, c'est que dans ce nombre de pilotes qui est venu, il y avait beaucoup de Français, mais il y avait surtout des Américains, même un Hondurien. Visiblement, il y avait tout plein de monde qui venait apprendre à piloter à Port Aviation pendant cette époque. Puis ensuite, il y a une restructuration à la fin de 1917. Au début, le Caudron G3, qui était l'avion école du début, c'était facile de décoller sur Port Aviation, mais avec l'ESPAD, la vitesse était beaucoup plus rapide, le terrain devenait un peu petit, et à ce moment-là, ils se sont installés sur les plateaux. Et sur les plateaux, ils se sont installés à Paray-Vieille-Poste. Et Paray-Vieille-Poste, aujourd'hui, c'est Orly. Qui est devenu ensuite l'aérodrome? Le responsable et le propriétaire du terrain a essayé de garder en mémoire le terrain d'aviation, et l'hôtel et le restaurant ont encore, pendant un certain temps, servi d'aérodrome pour les gens d'avant 14, les anciens pilotes, avec des avions comme le Farman, comme le Blériot, se posaient encore. Mais c'était ponctuel. Par contre, le nouveau terrain qui s'était constitué s'est constitué sur Orly, et Orly a commencé à grandir avec plein d'écoles. Les écoles qui se trouvaient à Port Aviation sont parties sur Orly et se sont installées à Orly et sont devenues beaucoup plus importantes au fil des ans. Monsieur Frémont, qui était, lui, un passionné d'aéronautique, permettait aux pilotes de venir se poser, manger, dormir à Port Aviation encore. Il y a même eu Trajan de Vuilhac qui a eu des essais d'hélicoptères en 22 et 23, mais à la longue, il a été obligé, par la force des choses, de vendre le terrain en lotissement entre les années 27 et 33. L'aérodrome aujourd'hui appartient à la ville de Viry-Châtillon. Comment faire revivre Port Aviation? Nous espérons, grâce avec le CAUE, faire revivre Port Aviation pour redonner une possibilité au bâtiment de servir à la ville, de servir aux gens de la ville. Si on pouvait apporter un projet de réhabilitation sur le terrain, ça serait formidable. Qu'est-ce que le CAUE? Alors le CAUE, c'est le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. C'est des associations départementales, il y en a une pratiquement dans tous les départements français. On accompagne les communes de l'Essonne sur des questions d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. Et c'est donc dans ce cadre-là qu'on intervient sur la commune de Viry-Châtillon. Pourquoi le CAUE intervient à Port Aviation? Alors le CAUE intervient à Port Aviation parce que c'est un emblème de la ville, c'est un bâtiment patrimonial qui a une forte valeur symbolique ici et qui est en fait inoccupé depuis près de 40 ans, qui du coup se dégrade considérablement. Depuis maintenant plus de 20 ans, une association qui s'appelle l'ARAOMPA, donc l'association de rénovation de Port Aviation, qui elle se bat depuis 20 ans à la réhabilitation du lieu. Nous, on intervient pour justement trouver les usages et le programme qui permettra de trouver l'argent, de trouver les architectes qui vont réhabiliter le lieu et donc de faire revivre Port Aviation. Dans l'ensemble du bâtiment, il va y avoir différentes choses. Ce qu'on souhaite, et ce qu'on souhaite aussi avec la commune, parce que du coup on travaille avec eux, c'est de réhabiliter le plus possible le bâtiment et de réhabiliter le plus possible ce qui est d'origine, donc ce qui date de 1909. Et puis ensuite, tout ce qui a été construit au fil des époques et au fil des différents usages du lieu, ça va probablement être démoli, notamment parce que ça a été construit de bien moins bonne qualité et donc du coup c'est beaucoup plus abîmé que les bâtiments d'origine. Si on regarde un petit peu sur la maquette,
On voit qu'il y a 2 bâtiments vraiment d'origine, qui sont les bâtiments un peu symboliques, qui sont assez beaux, c'est ceux qu'on voit directement. Il y a toute la partie intermédiaire. Et puis après, nous, on a représenté avec la maquette plein de parties blanches, en fait, qui sont des parties qui n'ont aucun intérêt, qui sont des extensions. La plupart datent des années 80, donc sont quand même assez récentes. Et en fait, toutes ces extensions-là, c'est un petit peu les urgences des années à venir, l'année 2022-2023. Ça va être de les enlever au fur et à mesure parce qu'elles abîment le bâtiment d'origine. Et donc en les enlevant, on va pouvoir un petit peu retaper le bâtiment d'origine, le préserver. Donc en fait là on est devant l'ensemble des bâtiments de Port Aviation. Cette partie-là va être conservée mais il va y avoir de gros travaux pour la réhabiliter. Alors que cette partie intermédiaire juste ici, on pense probablement la démolir pour la reconstruire à neuf. Et donc ici, on est devant la halle du pesage, qui est le bâtiment aujourd'hui qu'on ouvre au public, qui est aux normes. On peut accueillir du public, des événements, des animations. Et ce bâtiment-là va être, pour l'instant, on ne va pas faire de travaux dessus parce qu'il est en assez bon état. Et on va d'abord privilégier le mess des officiers et puis la partie intermédiaire de Port Aviation. Port Aviation sera finalement abandonné à la fin de la Première Guerre mondiale au profit d'un terrain situé à Paray-Vieille-Poste, sur le territoire de l'aéroport actuel de Paris-Orly. Paul Dame, conservateur en chef du patrimoine à la région Île-de-France, reçoit les jeunes reporters au sein de la Maison de l'Environnement et du Développement durable de l'aéroport de Paris-Orly. Port Aviation était le premier aérodrome organisé au monde. Pourquoi l'aéroport d'Orly a-t-il été créé? Pouvez-vous nous parler de ses débuts? Alors l'aéroport d'Orly a été créé pendant la Première Guerre mondiale, au moment où les Américains sont rentrés en guerre en 1917. Et c'est l'état-major français qui leur a donné un terrain sur Orly pour qu'ils construisent une grande base d'aviation pour leur aviation militaire. Et c'est à Orly qu'étaient réceptionnés les avions qui étaient fabriqués en région parisienne avant d'être envoyés sur le front. À la Première et la Deuxième Guerre mondiale, à quoi servait-il le terrain? Alors pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, Orly a été militarisée. Ça signifie qu'elle est occupée par l'aviation militaire. Donc pendant la Première Guerre mondiale, c'est l'aviation militaire américaine. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, au début, c'est l'armée de l'air française qui occupe le terrain. Après, pendant l'occupation, c'est la Luftwaffe. Et enfin, au moment de la libération, c'est l'US Air Force qui va réoccuper le terrain et le reconstruire. Quelles ont été les grandes étapes de l'après-guerre et à partir de quelle date l'aéroport d'Orly a démarré une activité commerciale? L'activité commerciale à Orly commence dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945. Et après, il y a eu plusieurs étapes. La première, la plus importante, c'est 1961, quand on a inauguré Orly, qu'on appelle aujourd'hui Orly 4. Et juste avant, en 1953, c'est un moment extrêmement important puisque c'est le moment où l'aéroport va doubler de superficie et donc il va passer de l'autre côté de la Nationale 7. Et après, il y a eu la construction d'Orly Ouest en 1971 et aujourd'hui, 2019, le bâtiment 3, le bâtiment de jonction. Donc voilà, les grandes étapes de la construction d'Orly. Quelles ont été les premières compagnies et les premiers avions sur Orly? Alors, Orly, les premières compagnies qui sont à Orly, c'est des compagnies américaines qui opèrent dans le cadre de la guerre. Donc c'est la TWA, la Pan Am, qui vole à Orly dès 1944. Et les avions, c'est les avions les plus beaux de l'histoire de l'aviation, les Super Constellation, les DC-3, les DC-4. Et puis après 1945, ces compagnies vont continuer à opérer à Orly, mais dans un cadre civil. Pouvez-vous nous parler de l'évolution des bâtiments de l'aéroport, du design, de l'architecture et de son impact? Alors, l'Orly, quand le bâtiment d'Orly 4 est inauguré en 1961, l'impact il est énorme. En France, on n'a jamais vu une architecture comme ça, donc c'est une architecture en verre et en acier, un peu comme les gratte-ciel de New York. Orly, c'est un peu New York à Paris quand c'est inauguré. Et l'impact est énorme puisqu'on n'a jamais vu un aussi grand aéroport aussi. Et donc c'est une nouvelle architecture et une nouvelle façon de prendre l'avion. Est-ce que comme pour Port Aviation, Orly Sud attirait beaucoup de touristes? Pouvez-vous nous parler des dimanches à Orly, des manifestations aériennes? Était-il le reflet de la modernité de l'époque?
Alors, paradoxalement, Orly accueille un peu moins de monde que Port Aviation, puisque Port Aviation, c'est vraiment un lieu de spectacle, où on allait voir les avions faire des spectacles. Orly, c'est un aéroport où les gens vont prendre l'avion, mais c'est un des monuments les plus visités des années 60 en France. Et donc, tous les dimanches, il y avait une dizaine de milliers de Parisiens, de gens des environs, qui venaient à Orly pour voir les avions décoller. Et les dimanches à Orly, on va en famille, il y avait des bacs à sable, il y avait un cinéma, il y avait une crêperie. Et il y avait un speaker qui expliquait à la foule les avions, donc qui disait voilà, la Caravelle d'Air France va partir pour Rome par exemple. Et donc les gens rêvaient en voyant les avions partir. Quelles étaient les évolutions du trafic passager et l'impact sur les destinations? Alors Orly, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'entre 1919 et 1945, ce n'est pas un aéroport où on voyage, il n'y a pas de passagers à Orly. C'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, donc en 1945, où l'aéroport se développe, et on passe très rapidement de 400, 500 000 passagers par an à 1 million de passagers au début des années 50. Donc c'est une augmentation extrêmement importante. Et aujourd'hui, avant la Covid, on était à 30 millions de passagers par an. Orly a-t-il été le précurseur pour l'accompagnement des passagers au sein de l'aéroport? Oui, Orly, donc le terminal aujourd'hui Orly 4, quand il est inauguré en 1961, il y a plein d'innovations dans ce terminal et notamment une nouvelle façon de prendre l'avion. C'est-à-dire qu'on arrive à l'aéroport, on enregistre son bagage, on franchit la douane avant d'attendre dans la zone duty free pour après aller en salle d'embarquement pour prendre l'avion. C'est aussi à Orly par exemple qu'est construite la première passerelle d'embarquement en France en 1968. À quand remonte la création du groupe ADP? Alors le groupe ADP, à l'époque il ne s'appelait pas le groupe ADP mais l'aéroport de Paris. Et l'aéroport de Paris est créé le 24 octobre 1945 par une ordonnance qui est signée par le général de Gaulle. L'histoire de Paris-Orly est-elle intimement reliée à celle de son territoire? Oui, tout à fait. Pour plusieurs raisons. La raison la plus importante, c'est une raison géographique. Le territoire d'Orly, c'est un plateau. Donc c'est un terrain idéal pour construire un aéroport, un plateau très grand, et en même temps qui est proche de Paris. On est à moins de 20 km de Paris. Donc ces deux raisons ont fait qu'on a construit l'aéroport d'Orly à cet endroit-là. Et puis après, quand l'aéroport a été construit, ça a bouleversé complètement le territoire aux alentours. Si tu veux, en 1917, il y avait des champs, plein de champs, c'était un territoire agricole. Et aujourd'hui, c'est un territoire économiquement extrêmement important en Île-de-France. La Maison de l'environnement et du développement durable de l'aéroport de Paris-Orly a pour objectif de faciliter le dialogue entre les riverains et les acteurs du transport aérien. Elle permet également de découvrir les nombreuses facettes de l'activité de l'aéroport. L'aéroport d'Orly a la particularité d'être un aéroport enserré au milieu d'un tissu urbain très dense. Donc le partage de valeurs et le partage d'infos avec le territoire est d'autant plus important. La charte Airport for Trust a un volet partage de valeurs. L'idée est de fédérer les partenaires de l'aéroport et de faire bénéficier les riverains du trafic aérien en matière d'emploi, de formation et d'insertion. L'aéroport Paris-Orly est le deuxième pôle d'emploi d'Île-de-France. Sur plus de 1500 hectares, 325 entreprises regroupe 30 000 emplois directs et accueille 32 millions de passagers. En tout cas, ce sont les chiffres de 2019. La crise Covid est passée par là. Il est difficile à l'heure actuelle de savoir combien d'emplois seront impactés par cette crise. Pour préparer la reprise, nous avons créé avec notre partenaire Orly International un observatoire des emplois. Nous sommes créateurs de valeur en période normale, en période Covid. Notre rôle est d'amortir la crise pour nos riverains, mais également de préparer la reprise. Les métiers de l'aéroport sont regroupés dans 325 entreprises qui comportent aussi bien les services compétents de l'État que sont la police aux frontières, la gendarmerie du transport aérien, la douane, mais aussi bien sûr les compagnies aériennes, les assistants en piste, les agents de fret, la maintenance aéroportuaire, les hôtels, les boutiques, les restaurants et enfin la sûreté aéroportuaire.
Pouvez-vous nous parler de l'impact de la création de l'aéroport d'Orly sur le développement économique des villes du territoire de Grande Orly-Sainte-Bièvre, en particulier sur la ville d'Athis-Mons? Alors l'impact de la création d'Orly il est extrêmement important pour la simple et bonne raison que ça a permis la création d'une infrastructure routière et autoroutière énorme. En 1960, on inaugure l'autoroute du Sud. Après, dans les années 60, il y a l'A86 qui est construite. Et grâce à ce réseau routier, il y a des grandes infrastructures qui vont être construites autour d'Orly. La plus importante, c'est le marché de Rungis, le centre commercial de la Belle Épine. Et ces infrastructures amènent beaucoup d'emplois. Dans une vision chronologique, nous avons d'abord l'arrivée du tramway T7 en 2013 sur l'aéroport d'Orly, qui relie l'aéroport à Villejuif au nord et à Athis-Mons au sud. Ensuite, nous aurons en 2024 la première ligne du Grand Paris, qui est la ligne 14, qui arrivera sur l'aéroport d'Orly. Ces passagers seront accueillis au sein de la gare du Grand Paris, qui est actuellement en construction devant le bâtiment de jonction. Ensuite, nous verrons la ligne 18, qui sera accueillie en 2027 et qui reliera l'aéroport d'Orly au plateau de Saclay et à la ville de Versailles. La gare du Grand Paris sera associée à une gare routière qui permettra d'accueillir les bus qui sillonnent le territoire, aussi bien au niveau de l'Essonne que du Val-de-Marne, et qui permettra donc aux passagers, mais aussi aux salariés, aux riverains, d'aller sur l'aéroport d'Orly et même de rejoindre Paris quand la ligne 14 sera arrivée à Orly. Situé au bord de l'enceinte de l'aéroport de Paris-Orly sur la commune d'Athis-Mons, le musée Delta a pour vocation principale de présenter les avions qui ont fait l'histoire de la technologie aéronautique de l'aile Delta, notamment le célèbre avion franco-britannique, le Concorde. Quelle est la vocation du musée Delta et pourquoi a-t-il été créé? L'association avait été créée en 87 et en 88, quand le Concorde est arrivé, le musée a été créé par M. Payen, par M. Lelgouen et par tous ceux qui l'ont aidé à amener le Concorde jusqu'à nous. Le but de l'association, c'est de s'occuper du patrimoine aéronautique, de le faire connaître, de l'entretenir, surtout de l'entretenir. À quand remonte la création du musée Delta et quelle est son histoire? La création du musée Delta remonte à 1988, quand le Concorde est arrivé à Athis-Mons. C'est à ce moment-là que M. Payen a créé le musée. L'association existait déjà, mais le musée, lui, n'existait pas. L'histoire du musée Delta est-elle intimement liée à l'aéroport d'Orly? L'histoire de l'aile Delta, elle est aussi liée à l'aéroport d'Orly, mais l'aile Delta, c'est une aile pour aller vite. Il n'y a pas d'avion à aile Delta sur Orly. Mais l'aile Delta, elle est impliquée puisque c'est à Athis-Mons que ses premiers dessins ont été faits. C'est à Viry-Châtillon qu'il a été construit et c'est à Étampes qu'il a volé. Pouvez-vous nous parler de l'aile Delta et de ses avantages et de son créateur Roland Payen? Monsieur Payen est né à Athis-Mons le 2 février 1914. Tout jeune, il a fait un certain nombre d'avions déjà, mais il s'est lancé dans l'histoire de l'aile Delta parce qu'il s'est préparé pour la coupe de la Meurthe. Et à ce moment-là, l'avion a été construit, lui, à Viry-Châtillon, et il est parti voler à Étampes. Ce Concorde représente le deuxième avion de pré-série des avions de transport supersonique qui était Concorde, donc un projet franco-anglais qui a débuté dans les années 60-61 et qui est devenu dans les années 70, enfin 69, la réalité quand le premier prototype Concorde a volé. Et cet avion a suivi 2 ans après et il a servi pour les essais en vol. Parlez-nous de ce Concorde, là où on est actuellement. Eh bien, vous êtes dans le 4e Concorde construit, le 2e avion français. Celui-là, c'est le Concorde qu'on appelle le 02, qui est le premier avion de pré-série,
qui a servi aux essais en vol. Alors ici, on est dans le poste de pilotage du Concorde 02. La disposition, elle est la même que sur les avions de série, mais il y a toujours les mêmes fonctions. La partie pressurisation de cabine, le prélèvement d'air chaud ou air froid, le contrôle des températures, hydraulique, électrique, électricité, l'enregistreur de bord, le compteur de radiation, l'oxygène, et la majeure partie du mécanicien navigant ou de l'ingénieur d'essai qui occupait ce siège était la gestion du carburant et la détermination des différentes lois des entrées d'air, des transferts de carburant. Et c'est un avion qui a vraiment une histoire, qui a subi beaucoup d'essais en vol. Il a fait 680 heures de vol. En plus, cet avion a une histoire très particulière, c'est qu'il a fait un voyage de France à Las Palmas, à Caracas, au Venezuela. De là, il s'est rendu à Dallas, où il a été présenté à la compagnie Braniff qui souhaitait le commander. De là, ils sont partis à Washington pour être présentés aux autorités américaines. Et étant près de la mer, l'avion a décollé le 26 septembre 1973 de Washington et a relié Orly en 3h33 minutes. Le 26 septembre 1973, moi j'étais sur la terrasse d'Orly. Quels sont les autres avions présents au musée Delta? Alors, comme le nom du musée est musée Delta, on est en particulier consacré aux avions à aile Delta. En premier, dans le musée, vous avez la réplique du PA-100, qui était le premier avion à aile Delta qui a volé en 1935. Après, vous avez le Concorde. Ce Concorde était ici depuis 1988. Et nous avons aussi 3 Mirage 3. Bon, les Mirage 3 sont des avions militaires. Vous avez un avion de reconnaissance photographique, un autre avion qui servait à l'entraînement pour apprendre aux pilotes de ravitailler en vol avec les tankers, et puis le troisième avion qui est juste à côté du Concorde, et qui est un Mirage 3, qui est un chasseur des années 60-70. Quelles sont les manifestations organisées au musée Delta pour permettre de mettre en valeur son patrimoine? Mais écoutez, déjà, les avions sont présentés au grand public pendant toute l'année, et puis occasionnellement, si je puis dire, on organise des rencontres, par exemple de véhicules anciens, les journées du patrimoine, les journées de la science, donc tout ça. Et puis, pour toute occasion, on essaye d'accueillir le maximum de monde pour présenter l'avion. Dans la mesure du possible, nous essayons toujours à nos jeunes visiteurs de donner cette possibilité de venir s'asseoir soit dans le siège pilote, soit dans le siège du deuxième pilote, pour qu'ils s'imprègnent, pour qu'ils prennent un peu notre succession. C'est un peu notre désir, c'est de transmettre ce savoir. Le patrimoine lié à l'aviation est particulièrement riche sur le territoire Grand Orly-Seine-Bièvre. Comme nous l'avons vu, plusieurs acteurs locaux s'attachent à sauvegarder cette mémoire qui a nourri l'imaginaire et les émotions de plusieurs générations de parents et d'enfants. Alors Orly, c'est comment dire, un endroit très important pour la mémoire des Français. Tout à l'heure, on parlait des dimanches à Orly. Beaucoup de personnes qui allaient enfants à Orly, et donc c'est lié à leur enfance. C'est aussi lié à un moment où les Français ne prenaient pas l'avion, et donc ils voyaient les avions partir, ils rêvaient en voyant les avions, et puis progressivement c'est à Orly qu'ils ont pris pour la première fois l'avion. Donc dans la mémoire des Français, c'est un lieu très important. Et puis après, pour l'architecture, comme ça a été une architecture extrêmement novatrice en France, Orly c'est New York à Paris, une architecture de verre et d'acier. Donc pour l'architecture, c'est aussi un monument très important dans l'histoire de l'architecture en France. Et enfin, pour l'histoire de l'aviation, Orly, c'est le moment où on va mettre en service les avions à réaction. Donc c'est pour ces trois raisons un lieu extrêmement important du point de vue du patrimoine. Pourquoi est-ce important de conserver ce patrimoine ? C'est vraiment ces bâtiments-là qui racontent l'histoire de Viry-Châtillon et toute l'histoire de l'aviation.
Donc c'est important pour sa valeur vraiment patrimoniale et symbolique. Mais c'est aussi important parce qu'en fait, c'est un bâtiment dans un quartier qui est aujourd'hui complètement inoccupé et qui aurait tout intérêt à retrouver sa place, à servir aux habitants, à servir au voisinage. Et on a tout intérêt à réhabiliter parce qu'aujourd'hui, d'une, réhabiliter, c'est bien plus important d'un point de vue écologique parce que du coup, on ne reconstruit pas, juste on fait que préserver des bâtiments d'origine. Et aussi parce que tous ces petits patrimoines dans les villes, ils racontent l'histoire des communes, ils racontent toute la vie d'une ville et donc du coup, il faut trouver des manières de le réhabiliter. Pourquoi est-ce important de conserver le patrimoine de Port-Aviation? Pour moi, c'est super important de garder le patrimoine de Port-Aviation parce qu'il est unique en son genre et dans le monde entier. Personne ailleurs a un bâtiment qui date de 1909 au niveau aéronautique. C'est vraiment la meilleure histoire de garder ce bâtiment parce qu'il a une importance fabuleuse pour le patrimoine aéronautique en France. Pourquoi la France est le maire de l'aviation et la mère de l'aviation et pourquoi on a toujours été important dans l'industrie aéronautique en France. Et donc, par sa mémoire, Port-Aviation est majeur dans son histoire. Voilà pourquoi.